Bonsoir. Alors, je me présente, je suis Martine Derrier et je dirige le collectif DAJA, qui est une association d'éducation populaire et d'intérêt général. DAJA, ça veut dire des acteurs culturels jusqu'aux chercheurs et aux artistes. Alors, on voulait rendre hommage au combat des Gilets jaunes, qui s'inscrit dans une longue histoire des luttes populaires. Et on a retenu des épisodes marquants de cette grande histoire populaire. Et on s'est demandé comment on allait vous les présenter. Donc avec Gérard, qui est donc à l'origine du livre Une histoire populaire de la France, dont cette conférence gesticulée, théâtralisée, quand le peuple gronde des ongles bleus aux gilets jaunes, est directement inspirée. Eh bien, on s'est dit qu'on allait opter pour le tirage au sort. Comme ça, c'est une méthode qui me semble assez démocratique. Alors, qui va tirer le premier numéro ? Quatre. Alors, 4. Alors, c'est les cahiers de doléances. Alors, les cahiers de doléances, on en a beaucoup entendu parler avec les Gilets jaunes, justement. Donc, on va demander à Gérard s'il est par là. Gérard. Je suis là, au milieu du peuple. Ah. On va demander à Gérard de nous éclairer sur ces cahiers de doléances qui datent, je crois, de la Révolution française. Voilà, bonjour à tous. Effectivement, donc c'est un petit peu la difficulté d'exercice, parce que le tirage au sort, ce qui fait que les épisodes, moi-même, en tant qu'historien, je ne les connais pas tous aussi bien. Donc, on va essayer d'être à la hauteur de la situation. Alors oui, les cahiers de doléances, évidemment, ça nous rappelle tout de suite la Révolution française, 1789. Mais le problème que j'ai, c'est que Martine nous a dit c'est une conférence gesticulée et théâtralisée. Et donc, je ne sais pas trop comment traduire ça dans un langage théâtral. Qu'est-ce que tu nous proposes ? En fait, le théâtre, il faut un point de départ, peut-être un texte. Ensuite, un texte, oui. Un texte, je peux t'en proposer. Ah, ben voilà. C'est la lettre donc, que Louis XVI a adressée à tous ces sujets, justement, pour réunir les États généraux et lancer les cahiers de doléances. Alors peut-être, si tu veux, tu peux... Oui. Tu pourras nous lire la lettre. Tu as un costume de... je vais trouver quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc... Voilà. C'est tout. D'accord. Donc, ok. Mais est-ce que tu aurais un accessoire ? Parce que ce serait pas mal. Personne ne m'a dit qu'il fallait que j'amène des accessoires, en plus des connaissances. Bon, je sais pas, on peut prendre peut-être... qu'est-ce qu'il y a là parmi ce qu'on a autour de nous, là, il y a peut-être quelque chose, non ? Tiens, ça. Je sais pas si c'est toi qui as amené ça. Hein ? Ouais. Ça peut faire l'affaire ? Non ? Ouais, pareil, je crois que je peux on peut faire théâtre de tout. Hein, ouais, je crois que je peux en tirer quelque chose. Voilà. Bon, alors pendant que Martine se prépare, à filer son costume de roi, moi je vais un peu cadrer l'épisode, parce qu'effectivement on peut se demander pourquoi le roi de France, à une époque où c'était encore la monarchie dite absolue, pourquoi il a décidé donc de lancer cette opération qui était quand même assez inouïe dans l'histoire de France, même d'Europe ou du monde, des cahiers de doléances et des États généraux. Alors, les raisons, c'est des raisons politiques. C'est la crise politique de la France, à ce moment-là, elle est terrible. C'est-à-dire, on a une crise sociale majeure, c'est-à-dire qu'il y a un hiver qui a été très dur, donc les récoltes ne sont pas rentrées, donc il y a des famines. Il faut voir, à l'époque, plus de 80% de la population sont des paysans. Il ne faut jamais oublier ça quand on parle de cette période-là. Donc, il y a des révoltes qui éclatent comme ça un peu partout. Il y a une crise financière aussi, c'est que le budget de l'État est complètement déficitaire parce que les rois, il y a eu toute une série de guerres qui ont endetté
le Royaume de France. Donc il faut faire rentrer des recettes et on cherche des expédients. Et puis le troisième facteur important, il s'est déroulé avant la Révolution. C'est pour ça que moi, chronologiquement, je fais démarrer cette période au milieu du XVIIIe siècle. Parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment des choses très importantes qui se passent en France avec la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace public. C'est-à-dire que le pouvoir du roi commence à être contesté par des gens qu'on va appeler les philosophes, qui sont des écrivains, des gens qui interviennent dans le débat public, justement, comme Voltaire, Rousseau, etc., et qui ont un public. C'est ça qui est important, et donc qui ont une force, finalement, puisqu'ils sont capables de mobiliser un public, et ils regardent tous vers l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est un peu un modèle à l'époque, puisqu'il existe déjà une monarchie parlementaire. Ah, je laisse la place à Louis XVI. Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets. Pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances et pour établir, selon nos vœux, un ordre constant qui intéresse le bonheur de nos sujets. Ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l'Assemblée des États de toutes les provinces afin qu'il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui intéressent la sécurité publique. Voilà, donc cette lettre sont des extraits là qu'on a choisis. On peut déjà faire le lien avec la situation actuelle, parce que si on résume et on faisait un rapport avec l'actualité plus récente, eh bien, il y a une résonance avec, vous vous souvenez peut-être, la fameuse lettre que notre cher président de la République, Emmanuel Macron, avait adressée à tous les Français. C'était le 13 janvier 2019, pour lancer la grande consultation de tous les citoyens qu'on a appelé le grand débat. Alors évidemment, faire attention à l'anachronisme, la situation n'est pas la même, mais il y a des ressorts politiques qui sont un peu comparables, et dans les propos, dans l'argumentation, on retrouve, bon, si on voulait prendre les formules que tout le monde connaît, dans ce texte, on entend parler du poignon de dingue, des Gaulois réfractaires, du grand débat national, et à la fin, ça se termine par un petit paragraphe sur la sécurité. Alors, on a eu donc ce processus. La moulinette, peut-être que lui, il avait envie de passer le peuple à la moulinette, mais en gros, c'est nous qui l'avons, c'est le peuple qui l'a passé à la moulinette. À la guillotine, plutôt. Ouais. Ouais, ah oui, c'était pour ça, alors, le truc, la moulinette, là, c'était... Moi, je crois que c'était plutôt symboliser la serrure, puisqu'on disait que Louis XVI, on l'appelait le roi serrurier, s'intéressait peu à la politique, etc. Bref, alors... Ce qui est le plus important dans cette séquence, c'est évidemment les cahiers généraux. Donc il y a eu 60 000 cahiers qui ont été réalisés comme ça dans toute la France, dans toutes les classes sociales, on pourrait dire. On en a sélectionné 4 que vous avez ici, c'est des extraits. Parce que c'est intéressant, on retrouve un certain nombre de thématiques aussi qui ont traversé le temps. Vous voyez, la première, c'est donc la question de l'impôt, et c'est la question de l'inégalité face à l'impôt qui est posée déjà dans ce cahier de doléances de Saint-Avit, puisqu'il dit, les gens qui ont rédigé disent, nous ne sommes pas jaloux de la grandeur des nobles, mais nous sommes jaloux qu'ils ne payent pas le quart des impôts qu'ils devraient payer. Donc ça, c'est une première direction, évidemment, qui va faire après couler beaucoup d'encre. La deuxième, là, c'est plus compliqué par rapport à aujourd'hui, mais c'est intéressant aussi, c'est le sentiment d'abandon par rapport à la protection
que réclame constamment le peuple. Alors à l'époque, il n'y avait pas de service public, hein, c'était l'Église qui assurait cette protection. On avait des bureaux, des ateliers de charité, et donc dans certains endroits, il manquait. Et on voit que cette phrase est connectée à une autre phrase qui, elle, rappelle aussi, j'allais dire malheureusement, certains points qui ont été renouvelés avec les Gilets jaunes, c'est une sorte de concurrence, la question de la concurrence. Là, on ne les appelle pas des immigrés, on ne les appelle pas des étrangers à l'époque, parce que l'étranger, c'est celui qui vient du village d'à côté. Mais vous voyez que les vagabonds soient arrêtés et ramenés dans leur paroisse. Alors moi, ce que j'ai montré dans mes travaux sur l'immigration, c'est que la logique de l'expulsion des étrangers, des immigrés, des sans-papiers aujourd'hui, etc., elle avait été précédée par ces formes, donc on pourrait dire pré-nationales, d'expulsion de villageois, où la logique voulait qu'on les ramène dans leur paroisse. C'était à la paroisse de s'occuper des gens qui étaient nés dans la commune. Donc il y avait d'ailleurs des passeports, etc., qui permettaient de mettre ça en œuvre. Alors, le dernier, il est intéressant aussi, le cahier de doléances de bailliage de Nancy, parce que là, c'est la revendication d'une constitution. Donc là, on est en plein dans le débat sur la citoyenneté. Être citoyen, c'est élaborer les lois qui gouvernent le peuple. Moi, je dirais aussi, pour la troisième, que les riches n'ont pas peur de défendre leurs privilèges. Oui, il y a eu aussi des cahiers de doléances de la part de la noblesse. Alors, leur doléance à eux, c'était de pouvoir conserver leurs privilèges. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'imaginerait plus peut-être des équivalents, quoique j'ai lu récemment que M. Carlos Ghosn était en train de faire un procès au prud'homme parce qu'il estimait qu'il n'avait pas donné ce dont il devait profiter. Voilà. Donc, en même temps que, évidemment, les cahiers de doléances, il y a eu ce qu'on appelle les États généraux. Alors ça, c'est très important. Les États généraux, c'était des députés qui étaient chargés donc d'amener ces cahiers au roi pour lui faire connaître, disons, les doléances du peuple. Donc, le problème majeur qui va se poser, c'est que les ordres, on n'appelait pas les classes sociales, on disait les ordres, donc il y avait 3 ordres, ça datait du Moyen-Âge, c'était la vision médiévale de la société, ça a été mis en place d'ailleurs par des ecclésiastiques. Donc au sommet, il y a ceux qui combattent, les nobles, en dessous, il y a ceux qui prient, le clergé, et en bas, vous avez ceux qui travaillent, le tiers-état. Donc voilà la répartition sociologique de la population française à l'époque. Vous voyez, le tiers-état représente 98% à peu près de la population et les autres 3%, de 2 à 3%. Et la tradition voulait qu'on vote par ordre. Donc il y avait une voix pour les nobles, une voix pour le clergé et une voix pour le tiers-état. Donc évidemment, et le roi s'arrogeait aussi à un droit de veto. Il avait le droit de faire voter, de mettre son veto sur les propositions de l'Assemblée. Vous voyez tout de suite le clash qui s'est produit, puisque les députés du tiers-État, qui avaient lu aussi, il y a une culture politique qui s'est développée chez ces élites, qui avaient lu les philosophes, etc., ils considèrent que c'est absolument injuste qu'il n'y ait qu'une seule voix, alors que ceux qui ne représentent que 2-3% de la population ont 2 voix. Parce qu'évidemment, au final, c'était toujours 2 à 1. Quoi. La noblesse, les privilégiés l'emportaient sur le tiers-État. Alors ça, c'est très important, au-delà de ces questions comptables, parce que ça engage toute une philosophie de la représentation. Qu'est-ce que c'est que représenter le peuple ? Dans la logique médiévale, aristocratique, je dirais féodale, en fait, eh bien, les représentants, c'est ceux qui étaient différents du peuple. C'était l'idée de la distinction. Le roi tenait sa légitimité, il s'appelait d'ailleurs le roi très chrétien, du fait qu'il tenait son pouvoir de Dieu, et les nobles du fait qu'il y a toute une théorie sur les races, qui descendaient des Francs, que les Francs avaient vaincu les Gaulois, etc. Donc c'est l'idée d'une différence, d'une distinction. Et ce qui va changer avec la révolution bourgeoise, parce que c'est un conflit fondamental entre la noblesse et la bourgeoisie, c'est que la bourgeoisie a une autre définition de la représentation. Représenter le peuple, c'est uniquement ceux qui sont issus du peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, un homme, une voix, comme on dit, c'est la logique arithmétique qui l'emporte. Donc, les députés du tiers-État vont faire sécession, ils quittent Versailles et vont s'installer dans la fameuse salle du jeu de paume, où ils vont jurer de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. On a tous appris ça à l'école, mais
ce qu'on ne dit pas souvent, enfin de mon temps en tout cas, c'est qu'on ne va pas voir de près quelle était la composition sociale de ces élus du tiers-État. Donc je vous les ai donnés là. Vous voyez que près de 50% étaient ce qu'on appelait titulaires d'une charge, qu'on pourrait dire aujourd'hui hauts fonctionnaires. Bon, vous voyez, donc des gens qui étaient complètement déjà investis dans l'État monarchiste, ou qui avaient des charges, etc., des offices. Bon, près de 25% étaient des avocats, un peu moins des marchands, des patrons, des industriels, des propriétaires, des médecins, des militaires, etc. Mais quand on regarde la composition de la population française, on a une pyramide là qu'on vous a reproduite, vous avez que, en fait, les trois quarts de la population française étaient composés de paysans, d'ouvriers et de domestiques. Et à l'Assemblée nationale, il y en avait zéro. Donc, le peuple s'est senti trahi, si vous voulez. On passait d'une forme de domination à une autre. Et là, on entre dans un problème qui n'a pas encore été résolu, parce que vous savez combien il y a d'ouvriers aujourd'hui dans l'Assemblée nationale? Il y en a zéro. Donc, alors que les ouvriers représentent 20% de la population active. Donc, dès ce moment-là, on voit apparaître une contestation de cette révolution bourgeoise avec des gens qui sont issus du peuple et qui disent c'est nous qui avons fait la révolution, c'est nous qui avons pris la Bastille, c'est dans nos rangs qu'il y a eu des morts. Et on n'a plus rien à dire. On doit confier maintenant notre engagement politique à des représentants parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils sont riches, etc. Et nous, on nous demande de mettre un bout de papier dans une urne tous les 5 ans, etc. Et ça va générer une contestation qui va être symbolisée dès le début de la Révolution française par un personnage qu'on va appeler le sans-culotte. Sans-culotte, c'est des artisans, des commerçants de Paris, mais il y en aura dans toute la France. Et là, vous avez un tableau qui vous montre le costume typique du sans-culotte. Pourquoi sans-culotte? Parce qu'il porte un pantalon et non pas la culotte aristocratique. Voilà la culotte. Il a des sabots également, mais surtout, évidemment, là aussi, un petit clin d'œil avec l'actualité, il a un gilet. Et ce gilet, on l'appelait la carmagnole. Moi, je ne savais pas que la carmagnole, c'était un gilet. Alors, on va mettre un gilet jaune à notre sans-culotte et on va chanter la carmagnole. Et on vous invite à la chanter avec nous. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie, d'être fidèle à sa patrie. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle s'est cassé le nez. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Merci, bravo. Voilà. Alors on l'a faite à la fête de l'humanité, et là je peux vous dire, ils chantaient, ils étaient plus, dans l'action. Alors maintenant c'est moi qui vais poursuivre le tirage au sort. Alors, on va passer, allez-y. Alors, le 1, Martine. Le 1, c'est le début. C'est vrai, donc, oui, ça, en général, oui. Des ongles bleus au croquant. Des ongles bleus au croquant. Alors, les ongles bleus, ça vous dit quelque chose? Non? Comment, on n'avait pas lu mon histoire populaire de la France, alors? Dépêchez-vous, parce que c'est en rupture de stock. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas.
Tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon bleu de la liberté, car le monde sera ce que tu en feras, plein d'amour, de justice et de joie. D'accord, bravo Martine. Ben voilà, c'est une réponse. Oui, oui. Mais vous savez, on dit souvent que le crime majeur pour un historien ou une historienne, c'est l'anachronisme. Hein. Alors là, tu en as donné un bel exemple, puisque tu viens de nous chanter Le Chiffon Rouge, hein, une chanson de Michel Fugain, qui date, je crois, de 1977. Hein, Martine. Bon, ok. Bah, c'est une chanson que j'ai appris à la CGT. Mais tout de même, la question, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, c'est quand même la dignité là qui est oui. Voilà, en cause. C'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a dans l'histoire des phénomènes récurrents, et notamment celui-ci, c'est-à-dire, on voit que dans chacune des luttes populaires qui ont existé en France et même au-delà, eh bien, il y a la question très vite de la dignité, de la reconnaissance qui apparaît, et c'est justement un des thèmes que on va voir maintenant dans cette séquence-là. Alors, les ongles bleus, ça nous ramène, je dirais, à la fin du Moyen-Âge. Hein. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que le schéma des grandes luttes populaires en Europe se constitue. Vous voyez, ici, 1302, voilà, on a une célèbre bataille, la bataille de l'Éperon d'Or, qui se déroule en Flandre. Donc là, la séquence commence avec la Flandre. Donc la Flandre, à l'époque, voilà, c'est une région qui aujourd'hui est partagée entre la France et la Belgique, où il y avait déjà des formes très précoces de capitalisme. Vous avez, alors c'est des petits ateliers, mais vous avez ce qu'on appelle les marchands fabricants, c'est-à-dire des marchands qui distribuent le travail dans des petits ateliers pour faire travailler des artisans. Ils leur amènent les étoffes brutes et ils les récupèrent après quand elles sont teintes. Et donc ils fabriquent des toiles bleues qui sont vendues aux aristocrates, aux riches, etc. Et ces teinturiers, eh bien, ils n'arrivent plus après à enlever la teinture. C'est pour ça qu'on les appelle les ongles bleus. Alors, il y a donc des conflits qui rappellent un petit peu les conflits de classe de l'époque industrielle, hein, sur les salaires, sur les conditions de travail. Il y a déjà des formes embryonnaires de syndicats qui se mettent en place. Mais ce qui va être déterminant pour cette grande révolte, c'est que le roi de France, Philippe le Bel, voulait annexer la Flandre. Et du coup, le duc de Flandre va faire alliance avec les artisans de cette région-là. Ça se passe à Gand, Bruges, etc. Et ils vont avoir une armée commune. Et il va y avoir un événement qui va être extraordinairement spectaculaire, c'est que cette armée, composée beaucoup de gueux, comme on disait, va battre l'armée royale. Après, il y aura d'autres batailles en sens inverse. Il y a donc une victoire de ce peuple, je dirais, qui va marquer les esprits. Et au cours de cette lutte, de cette bataille, comme souvent aussi dans les luttes populaires, vous avez des héros qui surgissent. Hein. Et là, vous avez un héros de cette grande bataille qui s'appelait Pierre de Coninck. Pierre de Coninck, c'est un tisserand donc, qui s'impose comme un chef à l'époque. Et là, vous avez, alors, si vous allez à Bruges en vacances ou en visite, vous verrez sur la place cette statue. Et voilà. Parce que c'est un héros qui est resté dans... D'ailleurs, la bataille là, du 11 juillet 1302, c'est la fête nationale, je crois, pour les Flamands. Enfin, c'est quelque chose qui est resté très, très, très vivace dans la mémoire collective, dans l'identité des Flamands. Et moi, j'ai retrouvé un texte dans les archives qui décrit ce personnage. Et Martine, peut-être tu peux nous le lire, parce que je crois qu'il est assez significatif sur cette notion de héros populaire. Petit de corps et de pauvre lignage, il avoua tant de paroles et il savoit si bien parler que c'est toi une fine merveille. Et pour cela, les tisserands, les foulons et les tondeurs le croyoient et l'émoient tant qu'il ne sut chose dire ou commander qu'ils ne fissent. Voilà, c'est une bonne définition, je trouve, de ce qu'on appelle souvent un chef charismatique.
Un chef charismatique, c'est souvent quelqu'un qui vient du peuple, qui a donc la confiance de ses camarades et qui s'impose parce qu'il a des talents particuliers, notamment il parle bien, il est sympathique, etc. Et là, Pierre de Coninck, c'est un exemple, je crois, assez caractéristique. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Flandre n'est pas du tout une exception. C'est justement, il y a même des historiens qui ont écrit un livre sur les révolutions populaires en Europe au XIVe et au XVe siècle. Et j'ai fait une petite carte ici. Vous voyez tous les endroits où il y a eu de grandes révoltes populaires au cours de cette période. Depuis, vous voyez, la Suède actuelle jusqu'à l'Espagne, en Italie, l'Angleterre, etc. Donc on a des foyers comme ça qui éclatent un petit peu partout. On se demande pourquoi il y a eu tant de révoltes. Il n'y avait pas de syndicats à cette époque et pas de réseaux sociaux. Non, il n'y a pas d'organisation européenne qui aurait été capable de fédérer tout ça. Ce sont des causes objectives. En gros, pour simplifier, il y a deux grandes causes. D'une part, une cause qui est la peste noire, c'est-à-dire c'est le contexte, c'était autre chose que le coronavirus, hein. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour s'en protéger. Donc la peste noire, certains historiens estiment que la moitié de la population européenne va être décimée, hein. Donc, on n'est pas sûr des chiffres, mais ça va être terrible. Et donc, ça va générer de la souffrance, de la misère, donc aussi des révoltes comme ça spontanées. Et puis, l'autre facteur, c'est aussi le début de la puissance des États, des États qui se développent et qui, donc, cherchent à extorquer l'impôt. Donc, dès ce moment-là, on voit apparaître la lutte contre l'impôt dans un grand nombre d'endroits. Mais ces luttes, elles sont souvent séparées. Il y a les révoltes rurales et les révoltes urbaines, dont je vous parlais tout à l'heure à propos de Gand, à propos des tisserands, c'est une révolte urbaine. Très souvent, on a des révoltes rurales et on en a une très importante qui se produit en France en 1356 et ça va être la première grande jacquerie. Hein, on a plusieurs milliers de paysans en Île-de-France qui marchent vers Paris. Et au même moment, on a le prévôt des marchands, qui s'appelait Étienne Marcel, qui lui-même veut faire alliance avec ses paysans pour renverser le roi. Donc on est à deux doigts d'une révolution. Bon, finalement, le pouvoir royal se rétablira, mais ça a traumatisé, je veux dire, les élites d'une manière très, très forte. Hein. Bon, alors, jacquerie. Ah, on a parlé des jacqueries aussi, hein, pour les Gilets jaunes. Alors, d'où ça vient ? Alors, je vais vous proposer un petit quiz et on va voter. Alors, une jacquerie en souvenir d'un bonhomme qui s'appelait Jacques. Qui pense que c'est la bonne définition ? Présente les trois d'abord, peut-être. 2. Parce que les révoltés étaient tellement violents qu'on les a comparés à Jacques l'Éventreur. Et 3. Parce que le symbole des paysans en lutte était la coquille ramenée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, alors, ceux qui ont voté le 1, vous revotez une fois. Donc, il y en a 3, 4, voilà, 5, 6. OK, 7. Ouais. Alors, 2, personne. Et 3, c'est les autres. Voilà, il y a beaucoup d'abstention. Bon. Hein. Alors, c'était quoi la bonne réponse ? Moi, je suis frappé parce que c'est nous qui avons concocté ce truc et on cherchait qu'est-ce qu'on avait bien. Et le 3, à chaque fois qu'on a fait cette conférence, c'est le 3 qui a emporté la majorité des voix, alors que la bonne réponse, c'est le 1. Hein, c'est le 1. Et vous allez en avoir la preuve dans ce texte qui a été écrit par l'un de mes lointains prédécesseurs, qui s'appelait Froissart, qui était l'historiographe du roi et qui a vécu au moment de cette première jacquerie. Vous allez voir comment il en parle. Ces méchants gens, assemblés sans chef et sans armure, volaient et brûlaient tout, et tuaient sans pitié et sans merci, ainsi comme chiens enragés, et avaient fait un roi entre eux, et l'élurent le pire des mauvais. Et ce roi, on l'appelait Jacques Bonhomme. Voilà, alors c'est intéressant parce qu'on a une constante là, et vous savez, si vous avez suivi l'actualité des Gilets jaunes, vous en êtes rendu compte, c'est qu'évidemment, le pouvoir ou les élites cherchent toujours à discréditer les luttes populaires.
Donc ils inventent toujours toute une série d'expressions, d'images, etc., pour dévaloriser la lutte. Et là, on en a un bon exemple, puisque, vous voyez, cette lutte paysanne, elle est présentée comme des sauvages qui s'attaquent voilà, aux personnes, etc. Et le personnage, justement, le stéréotype de Jacques Bonhomme, s'est imposé à ce moment-là. À tel point qu'en français, aujourd'hui, on n'emploie plus tellement, mais quand tu disais les Jacques ou faire le Jacques, etc., ça venait de là. C'est un terme péjoratif à l'égard des paysans. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit les traces de toute cette histoire-là, souvent dans le vocabulaire. C'est pour ça que, bon, quand certains avaient dit que les Gilets jaunes, c'était une nouvelle jacquerie, bon, j'étais intervenu dans la presse pour dire attention, ce terme-là, c'est un terme péjoratif. Donc c'était déjà une manière de discréditer le mouvement. Mais on a beaucoup de mots qui sont aujourd'hui passés dans notre vocabulaire courant, qui datent de cette époque, toujours dans une perspective péjorative, parce qu'il y a une très forte angoisse de la part des élites quand il y a ces grandes luttes. Alors, par exemple, popularesque, qui a donné populaire, c'était un terme péjoratif à l'égard des luttes sociales. Vous avez les petits, les maigres, et puis aussi les croquants. C'est le mot croquant arrive à ce moment-là. Les croquants, je ne suis pas d'accord. Hein. Ah bon? Parce que moi, je regardais un feuilleton quand j'étais petite, Jacou le croquant. Ouais. Jacou le croquant, c'était un héros très positif. D'accord, bon. Mais l'histoire vue à la télévision, c'est pas forcément exactement ce que racontent les historiens. Mais il est vrai qu'à cette époque-là, au moins, on avait encore des héros populaires. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire à la télévision, c'est Stéphane Bern, et on a le sentiment que la Révolution française n'a pas existé, et que toute l'histoire, c'est vue à travers un trou de serrure sur ce que faisaient les maîtresses des rois. Bon, bref. Donc, effectivement, moins là, il y avait cette vision-là, mais c'est une vision un peu romantique. En fait, dans la réalité, croquant, c'est un terme péjoratif qui a surtout été utilisé pour critiquer les révoltes populaires dans le sud-ouest de la France. C'est vraiment là qu'au XVIIe siècle, on a le plus grand nombre de révoltes, parce que c'est une région qui avait été disputée pendant longtemps entre l'Angleterre et la France, qui était encore mal raccordée au royaume. Et donc, on a une célèbre révolte de croquants qui va se dérouler en 1643, donc à l'époque de Louis XIV, et dont l'épicentre va être le Rouergue, donc une partie du Massif central, mais ça va drainer tout le sud-ouest jusqu'à Toulouse, voire même jusqu'à Bayonne, sous l'impulsion d'un autre héros populaire qui s'appelait Jean Petit. Alors, dans ces cas-là, il faut voir aussi qu'on parle de violence aujourd'hui, mais ça n'a absolument plus rien à voir avec la violence de cette époque-là. Hein. Louis XIV a fait, quand il a vu l'ampleur de la révolte, il a fait déplacer toute une armée du nord, je ne sais pas où ils se battaient, et l'armée a massacré des milliers de personnes. Et le leader, Jean Petit, il a été torturé donc devant toute la population pour faire un exemple. Alors, j'ai retrouvé le texte où on raconte son supplice, et je vais vous en lire un extrait. Hein. Jean Petit monta sans faiblir vers son instrument de supplice et s'écria une dernière fois « Je suis ici parce que j'ai voulu bien faire !» Puis il fut attaché face au sol, jambes et bras écartés. Le bourreau leva une lourde barre de fer qu'il abattit puissamment sur le membre dénudé du condamné. Au cri de celui-ci répondit celui de sa femme, qui s'évanouit à l'angle de la rue du Consulat, serrant toujours sa petite fille en pleurs. Mais le bourreau continua son œuvre, brisant mollet après mollet, cuisse après cuisse, poignet après poignet, bras après bras. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, avec quoi qui danse, avec quoi qui danse, avec ses jambes, 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 avec ses doigts, doigts, doigts. Ainsi danse Jean Petit, ainsi danse Jean Petit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette comptine. Hein, dans le sud-ouest, je peux vous dire qu'ils la connaissent encore. C'est une chanson que les parents chantent souvent à leurs enfants, mais souvent ils ne se souviennent plus de l'origine de cette chanson, qui, en fait, est une chanson dramatique qui raconte le supplice de Jean Petit. Alors, je vous propose que, pour clore cette séquence, nous chantions tous ensemble la comptine, mais qu'on la chante dans la langue de Jean Petit, qui était l'occitan. Hein. Jean Petit que dansa, Jean Petit que dansa,
per l'oreille de Franza, per l'oreille de Franza. Amblolo pépé, amblolo pépé, ah tal dansa yan petit, ah tal dansa yan petit. Yan petit que dansa, yan petit que dansa, per l'oreille de Franza, per l'oreille de Franza. Amblolo pépé, amblala camba camba camba, amblolo di di di. Ah, tal dansa yan petit, ah, tal dansa yan petit. Voilà. Merci. Alors, on continue. Toi qui fais tirer. Voilà, alors on va faire tirer par là, de ce côté. Le 7. 7. Les révolutions coloniales. Le saviez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre, qu'à son rempart mit les humains, un sage décret réintègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était un de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. Voilà, alors cette chanson, souvent quand on présente cette conférence gesticulée auprès de lycéens ou de jeunes, ils sont choqués par l'usage du mot nègre. Mais à l'époque, le terme était utilisé systématiquement. Et cette chanson n'est pas une chanson raciste, mais au contraire, c'est une chanson qui dénonce l'esclavage. Et elle a été créée en 1794, c'est-à-dire l'année où la Convention a décrété la suppression de l'esclavage, donc dans l'Empire colonial français. Mais ce qui n'est pas souvent dit dans les manuels d'histoire, c'est qu'en fait, cette décision de la Convention vient à la suite d'une grande révolte populaire qui s'est déroulée à Saint-Domingue, qui est la révolte des esclaves. Et cette révolte, elle a commencé par un rassemblement d'esclaves, dont beaucoup d'esclaves, comme on disait, marrons, c'est-à-dire des esclaves qui avaient fui les plantations, qui s'étaient réfugiés dans les forêts ou dans des lieux reculés. Et tous ces esclaves donc, se sont regroupés dans ce lieu qui s'appelait le bois caïman. Donc c'est devenu une référence symbolique très importante qu'on célèbre encore aujourd'hui à Haïti. Dans la nuit du 14 août 1791, au milieu d'une forêt appelée Bois Caïman, située aux Mornes Rouges dans la plaine du Nord, les esclaves tinrent une grande réunion en vue d'arrêter un plan définitif de révolte générale. Ils étaient là, environ 200 commandeurs, délégués des divers ateliers de la région. L'assemblée était présidée par un nègre, Bouqueman, dont la parole enflammée exaltait les conjurés. Avant de se séparer, et afin de sceller les engagements pris, on procéda à une cérémonie impressionnante. Il pleuvait avec rage, tandis que l'orage grondait et que les éclairs sillonnaient le ciel, une négresse de haute stature apparut brusquement au milieu de l'assistance. Elle était armée d'un long couteau pointu qu'elle faisait tournoyer au-dessus de sa tête en exécutant une danse macabre et en chantant un air africain que les autres répétaient en chœur, prosternés, la face contre terre. On traîna ensuite devant elle un cochon noir qu'elle éventra de son couteau. Le sang de l'animal fut recueilli dans une gamelle en bois et servit tout écumant à chaque délégué. Sur un signe de la prêtresse, tous se jetèrent à genoux et jurèrent d'obéir aveuglément aux ordres de Bouqueman, proclamé le chef suprême de la révolte. Celui-ci déclara s'adjoindre comme principaux lieutenants Jean-François Papillon, Georges Biassou et Jeannot Bullet. Alors, ce qui est
pour nous très intéressant dans cet événement, c'est justement la dimension populaire, puisque vous voyez ici que, en fait, ce qui va être le moteur, qui va déclencher, ce qui va mobiliser les gens, c'est une cérémonie religieuse, vaudou, hein, qui est l'acte fondateur de cette révolte. Donc, ça prouve que dans les luttes populaires, les moyens qui sont utilisés peuvent être extrêmement divers, en fonction de la culture, évidemment, des gens qui sont directement concernés. Donc vous avez donc Boukman, qui est à la fois le leader de la révolte et qui est le grand prêtre de cette cérémonie vaudou, et aussi une femme, donc Cécile Fatiman, qui était elle-même ce qu'on appelait à l'époque une mulâtre, c'est-à-dire une mère esclave africaine et d'un père, un petit colon corse, je crois, et c'est ensemble donc qui vont lancer ce processus qui va aboutir quelques mois plus tard à l'indépendance, enfin la suppression de l'esclavage, pardon, à Saint-Domingue, de la part du gouverneur de Saint-Domingue, et après, donc plusieurs mois plus tard, il y aura ce processus de suppression de l'esclavage dans tout l'empire colonial grâce à la Convention. Il y a aussi, il faut le souligner, une partie des curés qui étaient présents sur place, qui vont soutenir cette révolte. Par exemple, un curé qui s'appelait le père Philémon, il va être d'ailleurs après condamné à mort pour avoir soutenu les révoltés. Et, bon, on ne peut pas entrer dans les détails, mais plusieurs années après, vous avez un autre leader qui s'impose, c'est Toussaint Louverture. Mais dans l'intervalle, c'est Napoléon Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, qui a pris le pouvoir et qui rétablit l'esclavage, qui fait arrêter Toussaint Louverture. Vous avez un portrait de lui ici aussi, on voulait rendre hommage, et qui va être déporté en métropole. Et il va mourir dans un cachot, ici, vous l'avez, dans un château à Joux, dans le Doubs. Le château de Joux. Mais malgré tout, symboliquement, juste quelques mois après sa mort, eh bien, vous aurez une victoire posthume, si on peut dire, puisque ça va être la République d'Haïti, la première république noire de l'histoire. Donc ça, je dirais que c'est une première phase de l'histoire des révoltes coloniales, on va passer progressivement à une seconde phase qui commence principalement après la révolution de 1848. C'est-à-dire, vous avez la révolution de 48, la Seconde République qui est mise en place, qui va supprimer, elle, définitivement l'esclavage. Mais ça ne va pas mettre fin pour autant à l'empire colonial. Mais les formes de domination vont se recomposer suite à la conquête de l'Algérie, de la Nouvelle-Calédonie, de l'Indochine, de l'Afrique subsaharienne, etc., etc. Vous avez un immense empire colonial qui va être finalisé finalement par la République, par la Troisième République, en contradiction avec évidemment les valeurs proclamées en 89. Et le système de discrimination va reposer sur ce qu'on a appelé le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, donc, qui crée donc des différences de statut entre les Français, les citoyens et les indigènes. Alors, cette période-là, qui s'étend, on pourrait dire, 3/4 de siècle sur un siècle, est évidemment complexe, donc on ne pouvait pas l'aborder dans le détail, mais j'ai voulu synthétiser, je dirais, les points de vue qui vont s'affronter de manière de plus en plus vigoureuse avec deux personnages. Un qui, en gros, est le personnage du colon, qui défend et qui essaye de légitimer la colonisation, et de l'autre, le point de vue du colonisé, qui, lui, est en lutte contre cette forme de domination. Et finalement, Martine va vous présenter ça sous forme de marionnette, hein, si j'ai bien compris. Oui. Noir. Alors, à ma droite, le colonisé, et à ma gauche, le colon. Vous étiez tous des sauvages, vivant à moitié nus dans des huttes en paille. C'est grâce à nous que vous avez découvert la civilisation. Oh. Vous avez voulu nous civiliser à coups de canon. Vous avez massacré des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ne nous avaient rien demandé. Nous aussi, nous avions notre civilisation. Elle était différente de la vôtre, surtout parce qu'elle n'avait pas pour but d'asservir les autres peuples. Oui, il est vrai qu'au départ,
Nous avons dû utiliser la force contre vos chefs de guerre qui vous traitaient comme des esclaves. Mais nos instituteurs, nos médecins, nos ingénieurs sont venus pour vous aider à évoluer. Et quand vous serez civilisés comme nous, alors vous obtiendrez l'égalité. Ça fait 50 ans que vous nous répétez ces belles promesses. Certains d'entre nous ont joué le jeu, ils ont fréquenté vos écoles, ils ont appris par cœur les leçons de nos ancêtres, les Gaulois. Mais quand ils ont demandé que la belle devise « Liberté, égalité, fraternité » s'applique aussi à notre peuple, alors vous nous avez traités en ennemis. Maintenant, ça suffit. Nous aussi, nous allons faire notre révolution. Voilà, donc cette séquence-là, on voit que c'est vraiment la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui vont jouer un rôle essentiel, puisque la France s'est beaucoup appuyée, vous le savez, sur son empire colonial. Et donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des revendications très fortes pour sortir de l'assujettissement colonial, qui se traduit déjà par des massacres en 1945, à Sétif notamment, en Algérie, donc, et puis aussi en Indochine, où à ce moment-là, on a un coup de force qui est mené par le Parti communiste, qui est dirigé par Ho Chi Minh, qui vont prendre momentanément le pouvoir à Hanoï. Mais l'armée française, la France va envoyer des troupes et surtout des avions qui vont bombarder les populations civiles. Il va y avoir plusieurs morts, des femmes, des enfants. Et à partir de ce moment-là, il y a une rupture irrémédiable qui se fait en Indochine entre les colons et les colonisés. Les troupes du Viet Minh, donc emmenées par Ho Chi Minh, vont se replier dans le maquis. Et en 1954, la France va définitivement perdre cette guerre suite à la bataille de Dien Bien Phu. Mais ce qui est important aussi, je crois, c'est de voir comment la population qui vivait en métropole, en France, pouvait être informée de tout cela. Parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les moyens d'information dont on dispose aujourd'hui. Et il y avait la presse, évidemment, mais l'un des moyens de communication de masse, qui était très important, c'était les actualités télévisées, hein, que les gens regardaient avant de voir leurs films. Donc voilà, on a pris un reportage qui date de ce moment-là, pour vous montrer la manière dont on racontait la guerre d'Indochine aux Français. Alors moi, je vous l'ai mis dans une télévision parce que c'est encore ce que l'on voit à la télé en ce moment. Hanoï, c'est là que débuta l'agression du Viet Minh. Hanoï dégagé, la lutte continue encore. Hanoï, grâce à l'action efficace des troupes françaises, a été rapidement dégagée. Mais les bandes vietnamiennes mènent toujours dans la campagne une lutte sporadique. Il faut combattre. Comme l'a dit M. Moutet, avant toute négociation, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une décision militaire. Jour après jour, les troupes françaises, inférieures en nombre aux troupes du Viet Minh, continuent à faire des progrès, à débloquer les centres assiégés au milieu des désastres d'une bataille que la France n'a pas voulu. Et le plus triste spectacle, le plus émouvant aussi, c'est cette ruine de l'Institut Pasteur, la plus belle peut-être des créations françaises en Indochine, sur laquelle se sont acharnés les insurgés. 30 ans d'efforts sont perdus. 30 ans d'efforts qui n'ont profité qu'à l'Indochine. Agression, c'est le mot qui revient. Ah, vous voyez, c'est beaucoup dans le commentaire, là. Vous voyez, les acharnés. Je sais pas, ils devaient prendre des cours de théâtre là pour dire les mots pour frapper l'opinion, agression, acharné, etc. Mais derrière, il y a un discours récurrent qu'on rencontre encore aujourd'hui, qui, moi, j'appelle le discours d'inversion. Hein. Les dominés sont présentés comme des dominants et réciproquement. Et aussi, on voit en filigrane avec l'image de l'Institut Pasteur, c'est l'idée de la mission civilisatrice de la France. Bon. Alors, à peine la guerre d'Indochine va-t-elle se terminer en 1954 que démarre la guerre d'Algérie, hein, qui va durer 8 ans jusqu'en 1962 et qui va être encore bien plus sanglante puisqu'elle va faire 500 000 morts, on estime, donc 400 000 Algériens musulmans. Donc ça va être donc un moment tout à fait tragique, l'apogée, je dirais, de la tragédie coloniale. Alors on n'a pas beaucoup parlé du rôle des femmes
dans cette guerre d'Algérie, qui ont pourtant été vraiment résistantes. Alors, je vais vous dire un poème de Yema Ounissa, un poème berbère. Il est mort trop jeune et il est resté sans sépulture. Les hommes sont traqués par les roumis et ce sont les femmes qui enterrent. Le ramener est au-dessus de mes forces. Mais puis-je abandonner mon frère bien-aimé? Il est mort trop jeune et il n'y a ni prière, ni obsèques. Les hommes sont pourchassés par la France et ce sont les femmes qui enterrent. Le ramener est au-dessus de mes forces. Mais puis-je abandonner mon fils chéri? Donc le traumatisme de cette guerre d'Algérie va évidemment marquer toute une génération, voire au-delà. Aujourd'hui, on sait que c'est un enjeu majeur aussi dans la mémoire collective, y compris en France, puisque on a aujourd'hui une partie des Français qui viennent de cette histoire-là, donc issus d'immigration. Et ce qu'on voulait aussi souligner, c'est qu'il y a eu aussi une solidarité, de la solidarité en France de la part de gens qui ne voulaient pas, qui ne cautionnaient pas cette guerre. Et ça a été un événement d'ailleurs important dans la jeunesse, dans la politisation de la jeunesse étudiante, qui prépare 68 finalement, dès ce moment-là. Et il y a eu aussi des gens qui se sont activés pour défendre des valeurs pacifistes. Alors on voulait terminer en rendant hommage à un artiste qui donc a créé une chanson en 1954, une chanson qui a été interdite d'antenne jusqu'en 1962. C'est Boris Vian, et cette chanson, c'est Le Déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Voilà. Merci, oui. Moi aussi, je vous applaudis. Alors, vous savez peut-être qu'à Montluçon, vous avez une directrice d'école qui fut suspendue à vie pour avoir fait chanter aux élèves cette chanson le 8 mai 1999. Voilà. Elle l'avait utilisée pour commémorer la défaite allemande de 1945. Comme quoi, vous voyez, des choses qui peuvent nous paraître anciennes et sans enjeu sont encore aujourd'hui des sujets brûlants. Donc on va, Martine, alors notre 4e séquence. Oui. On fait tirer. Oui. Oui. C'est moi qui vais faire tirer un petit peu de ce côté-là. Parce que... Monsieur. Alors. Ah oui, là c'est 9 ou 6, ça doit être... Non, c'est le 9. Oui, ça doit être 9. Alors, de la Commune de Paris à la grève générale. Oh là. Alors là, on
termine en beauté, là, hein, vaste programme. Alors, je cherche un peu mes fiches, là. La Commune de Paris, oui. Alors bon, la Commune de Paris, tout le monde connaît. C'est un des événements les plus importants dans l'histoire populaire de la France. Ça se passe en 1871, de mars à mai 1871. Ici, vous voyez, parce qu'on a fait une chronologie. Hein. On essaie d'être pédagogue. Voilà, donc 1871. Et évidemment, on va fêter d'ailleurs, vous savez, on va commémorer ou célébrer le 150e anniversaire l'année prochaine, en 2021. Mais il faut bien voir qu'il y a des circonstances particulières à la Commune de Paris. C'est un contexte de guerre, puisque Napoléon III avait déclaré la guerre à la Prusse et il a été vaincu. Donc il y a une chute du Second Empire, proclamation de la Troisième République, Gambetta. Et en même temps, Paris ne veut pas se rendre. Donc les Prussiens font le blocus de la ville de Paris, qui est affamée, où voilà, les gens n'ont plus rien à manger, etc. Et en plus, le gouvernement provisoire signe une sorte d'armistice avec les Prussiens. Les Parisiens se sentent trahis, d'autant plus que le gouvernement provisoire s'exile à Versailles, d'où le nom de Versaillais pour les troupes qui vont massacrer les communards. Donc c'est dans ce contexte-là qu'émerge, voilà, aussi un personnage très important qu'on a privilégié dans cette séquence. C'est une héroïne, c'est Louise Michel. Hein? Dans le champ fauvé, une belle âgée chanteau, te tnaieto, il faut y braccio, qui dijo, l'âgée de champ fauvé. Je ne l'avais pas reconnue, et elle est venue nous rendre visite ce soir. C'est Louise Michel, oui. Je savais que, bon, elle est connue comme étant une grande héroïne parisienne de la Commune de Paris, mais en fait, elle avait l'origine provinciale, on pourrait dire, rurale même, d'un petit village de Haute-Marne, et elle a toujours gardé ce côté, hein, cette espèce d'amour pour la culture paysanne et pour ses poèmes, ses chansons en patois. J'ai toujours aimé la nature, oui. Les animaux, les oiseaux qui égrenaient leurs notes mélancoliques pendant des heures. Pourtant, ce qu'on connaît dans les livres d'histoire, c'est que Louise Michel, c'est une héroïne qui a mené 2 combats simultanément pendant la Commune de Paris. Un combat pour le prolétariat, pour la défense du monde ouvrier, mais aussi un combat pour les femmes, hein, pour l'émancipation des femmes. Ah oui, à cette époque-là, la femme était considérée comme moins que rien. D'ailleurs, j'ai écrit quelque chose là-dessus dans mon journal. Voilà. L'homme tient à ce qu'elle reste ainsi, pour être sûr qu'elle n'empiétera ni sur ses fonctions, ni sur ses titres. Partout, l'homme souffre dans la société maudite. Mais nulle douleur n'est comparable à celle de la femme. Dans la rue, elle est une marchandise. Dans les couvents où elle se cache, comme dans une tombe, l'ignorance l'étreint. Et dans son ménage, son fardeau l'écrase. Et ce qu'il y a de vraiment tout à fait admirable chez Louise Michel, c'est que ce n'est pas uniquement des discours. Elle est passée dans la pratique, puisqu'elle a rejoint la garde nationale, alors qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ne portaient jamais l'uniforme, etc. Donc elle s'est engagée dans la garde nationale, et vous avez participé directement à l'insurrection du 18 mars 71, qui marque le début de la Commune de Paris. Mais oui, les Versaillais voulaient récupérer leurs canons sur la butte Montmartre. Alors, on a crié aux soldats « Crosse en l'air, crosse en l'air !» Et alors, étonnant, ils sont venus nous rejoindre. Et ils ont fait cause commune avec nous. Voilà, c'est le point de départ de la Commune. Et quand on regarde les réalisations de la Commune, on est frappé de voir en 3 mois tous les acquis. Vous avez fait une petite synthèse, on ne va pas pouvoir tous les lire en détail, mais vous voyez le nombre d'acquis sociaux, si vous voulez, qui ont été donc adoptés à ce moment-là, c'est assez impressionnant. À une époque où il n'y avait pas de droit du travail, où les travailleurs étaient des moins que rien, vous avez une multitude de revendications qui sont satisfaites. Et aussi, vous avez, vous voyez, au niveau de la politique, au niveau politique,
la citoyenneté, le statut de citoyen français accordé à tous les étrangers adultes qui ont rejoint la commune. Et c'est comme ça qu'on a un certain nombre d'intellectuels qui vont directement participer au gouvernement de la commune de Paris. Ah, il est très bien, votre tableau, monsieur l'historien. Mais tout de même, il manque quelque chose. Parce que moi, voyez-vous, j'ai participé à une commission sur l'éducation. Parce qu'on avait mis en place l'éducation laïque et gratuite. Et moi, j'ai réfléchi à une formation professionnelle pour être plus proche des préoccupations populaires. Et puis alors, vous ne parlez pas du tout du rôle des femmes. Elles ont créé la résistance à Paris pour lutter pour le droit au travail et l'égalité des salaires. C'est vrai, oui, on a, pendant la Commune de Paris, la mise en œuvre de cette aspiration à la démocratie directe. Elle était née, on l'a vu, avec les sans-culottes, 91-92. On la retrouve aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Et le moment où ça s'est vraiment concrétisé, eh bien, c'est justement pendant la Commune de Paris. Tous les élus étaient sous le contrôle du peuple. Ils étaient révocables à tout moment. Voilà. Mais un aspect tragique de l'histoire, c'est que dès que le peuple prend son sort en main, la répression est immédiate. Et c'est ce qui s'est passé avec la Commune de Paris, puisque vous avez eu ce qu'on a appelé la semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, où plusieurs milliers de communards ont été exécutés et encore un nombre plus important a été déporté. Ça a été le cas notamment de Louise Michel. Je suis restée en Nouvelle-Calédonie pendant 7 ans. Mais quand je suis rentrée, je suis restée fidèle à mes engagements. J'ai participé à de nombreuses manifestations qui ont été durement réprimées. Et puis, j'ai fait de nombreuses conférences pour rassembler et faire la grève générale. C'est ce thème, justement, de la grève générale qui commence à prendre corps à ce moment-là. Et ce qui est intéressant avec la génération de Louise Michel et de ses camarades qui avaient soit quitté la France et qui s'étaient réfugiés en Angleterre, enfin à Londres, à Bruxelles, etc., ou qui avaient été déportés en Nouvelle-Calédonie, c'est quand il y a la loi d'amnistie en 1880, ils reviennent en France et ils vont jouer un rôle majeur dans le passage du premier mouvement ouvrier au second mouvement ouvrier. Le premier mouvement ouvrier, la Commune, pour moi, c'est la dernière étape de ce premier mouvement ouvrier. C'était un mouvement souvent d'artisans urbains qui se donnait comme finalité de renverser le pouvoir. La succession de révolutions qu'on a eues en France, depuis la Révolution française jusqu'à la Commune, en passant par 1830-1848, c'était cette logique révolutionnaire du monde ouvrier urbain. Et à partir des années 1880, c'est-à-dire lorsque la Troisième République va réussir à intégrer les classes populaires au sein de l'État national, on a un autre mouvement ouvrier qui se développe. C'est un mouvement ouvrier industriel qui se développe surtout dans les mines, dans les régions de grande industrie, etc., et qui va donc adopter de nouveaux mots d'ordre, notamment comme celui de la grève générale. Alors, j'ai fait un petit tableau là, très, très simple, c'est le nombre de grévistes, vous voyez, au cours du temps, qui montre justement cette croissance, je dirais, constante de la grève comme forme de revendication. Alors, au début, bon, faut pas trop prendre au sérieux les chiffres parce qu'il y avait des problèmes d'enregistrement des grèves, mais progressivement, on voit avec des périodes avec des pics importants, la Belle Époque, les années après la Première Guerre mondiale, évidemment 36, et puis surtout les 30 Glorieuses qui ont été l'âge d'or des grèves. Mais ce qui est important, c'est à la fin du XIXe siècle, donc ce thème de la grève générale, qui est un nouvel espoir pour le monde ouvrier d'émancipation. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois et les nantis. V'là la jeune garde, qui descend sur le pavé pour la journée de 8 heures et le repos hebdomadaire le dimanche.
cette période donc de la grève générale. La grève générale, ce mot d'ordre, il faut voir qu'il est dans la continuité d'un idéal populaire de citoyenneté directe, de démocratie directe. C'est-à-dire que cette aspiration à la démocratie directe, qui n'avait pas été concrétisée sur le plan politique, et il va se traduire dans le mouvement social. C'est-à-dire que les ouvriers français, c'est une caractéristique du mouvement ouvrier français qu'on appelle anarcho-syndicaliste, c'est qu'ils ont été longtemps réticents à la délégation de pouvoir. Et donc, il y a une volonté. La grève générale, c'est l'idée de dire on agit nous-mêmes. Parce que si tous les travailleurs font grève en même temps, le capitalisme s'effondre comme un fruit mûr. C'était ça l'idéal de l'époque. Et ça va se concrétiser sur un événement fondamental qui est le 1er mai. Les luttes autour du 1er mai. Alors, on en a retenu deux ici. C'est le 1er mai 1891. À cette époque-là, évidemment, le 1er mai n'était pas férié. Mais depuis le massacre qui avait eu lieu à Chicago, en 1886, il y avait dans tous les pays, les ouvriers faisaient grève ce jour-là pour manifester leur solidarité. Et en 91, à Fourmies, c'est une petite ville textile du nord de la France, eh bien, l'armée tire sur les manifestants et on voit cette gravure, là où on voit d'ailleurs la place des femmes dans ce mouvement-là, il y aura une dizaine de morts et nombreux blessés. Et ce qui est important aussi, c'est que cet événement-là n'est pas occulté par la presse de masse. Faut voir, c'est très important de voir comment l'écho peut avoir un événement lorsqu'il est ou non relayé par les grands moyens d'information. Là, on est à une époque où il y a les grands journaux se mettent en place, et ça, c'est une gravure qui est tirée de l'illustration. C'était l'équivalent de la télévision d'aujourd'hui, si vous voulez. Et on va avoir cette gravure, donc ça va énormément marquer les Français, et ça va entrer dans la mémoire collective du monde ouvrier, ce qu'on a appelé après le martyrologue prolétarien. Ensuite, vous avez, on est retenu un second 1er mai, c'est celui de 1906. C'est juste après la naissance de l'Humanité, le journal donc fondé par Jean Jaurès, vous voyez, qui est le directeur politique. Et là, le 1er mai 1906, c'est un moment aussi extrêmement important. La bourgeoisie craint ce que Clémenceau appelait le 4e État, une nouvelle révolution faite par le monde ouvrier. Il va y avoir une répression très importante, plusieurs morts et plusieurs centaines d'arrestations, dont les leaders d'ailleurs de la CGT qui vont être arrêtés. Mais cet espoir va être déçu parce qu'au final, eh bien, on pourra en parler peut-être dans la discussion, parce que je crois que c'est un moment tout à fait important dans l'histoire populaire, c'est le fait que chaque mouvement ouvrier va rejoindre son État national au moment de la Première Guerre mondiale, l'Union sacrée. Et donc, du coup, tout ce mouvement qui s'était développé avant 1914 va s'effondrer. Mais il va renaître autrement à partir de 1917, avec Lénine, avec la Troisième Internationale, avec le Parti communiste. Et donc, on a retenu, pour ne pas être trop long, évidemment, l'événement tout à fait décisif des années 30, qui est le Front populaire. 14 juillet 1935. 500 000 personnes dans les rues de Paris. Le succès de la journée du Front populaire encourage communistes, socialistes et radicaux à élaborer un programme commun à l'approche des élections. De l'unité d'action réalisée depuis 1934 contre les ligues fascistes, Thorez, Blum et Ramadier décident de passer au stade supérieur de la gauche unie. Au premier tour des élections, le 26 avril, les désistements réciproques entre communistes et socialistes permettent le 5 mai la victoire électorale du Front populaire. Plus nombreux, les socialistes prennent le gouvernement. Les communistes hésitent à participer. Finalement, ils choisissent le soutien sans participation. Le 11 mai, la première grève éclate. Elle fait tache d'huile. L'agitation s'alimente de l'espoir de changements immédiats que le succès électoral a fait naître. Pour la première fois, les ouvriers occupent leur usine jour et nuit. Le 7 juin, Blum convoque patrons et syndicats. Les accords Matignon sont signés dans la nuit et c'est l'explosion de joie. Les concessions vont plus loin que le programme de Front populaire. Les salaires, la semaine de 40 heures, les congés payés, les conventions collectives, les délégués du personnel. Mais les grèves continuent. Le 11 juin, il y a 2 millions de grévistes. Le gouvernement semble impuissant, le syndicalisme débordé. Le 12 juin, Maurice Thorez, secrétaire du PCF, déclare « Tout n'est pas possible maintenant, il faut savoir arrêter une grève ». Fameuse phrase de Maurice Thorez, mais on pourra en parler si vous voulez dans le débat, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais insister. On voit un peu aussi le côté, une sorte de mythologie du Front populaire.
dans les débats autour des Gilets jaunes, bon, il y a eu des gens qui disaient oui, mais ils représentent pas tout, ils parlent au nom du peuple, mais ils ne représentent pas tout le peuple, etc. Mais jamais, dans aucun mouvement social dans l'histoire de France, on ne trouve un mouvement qui ait représenté l'ensemble du peuple. Hein, c'est un enjeu d'ailleurs, qui définit le peuple. Et là, c'est un mouvement ouvrier, mais le peuple français, les classes populaires en 1936, la majorité ne sont pas ouvriers encore. Vous avez une majorité, la majorité, ce sont des paysans, des travailleurs indépendants. La France est un pays où il y a énormément de petits artisans, de travailleurs indépendants. Les ouvriers sont minoritaires, mais c'est la force active de la société, c'est eux qui ont la capacité de bloquer la production grâce à ces grèves, et donc voilà, ils ont la possibilité de faire changer les choses. Donc il y a ces acquis sociaux qui sont incontestable. Mais ce qui me semble intéressant, pour faire le lien aussi avec aujourd'hui, c'est que quand on a une grande lutte sociale, la lutte sociale change aussi les relations entre les gens. Donc, les gens ne veulent pas s'arrêter. Mais là, c'est ce qui est dit dans le reportage. Bien qu'ils aient obtenu plus que ce qu'ils espéraient, les grèves continuent parce que voilà, les gens découvrent d'autres relations sociales. Il y a une sociabilité, le sens de la fête, hein, on l'a beaucoup dit. Et ça, on a retrouvé aussi souvent, c'est sur les ronds-points, ça a été souvent évoqué, cette fraternité qui se mettait en place entre des gens qui autrement sont isolés, ne se connaissent pas, etc. Ça, c'est un point, je trouve, tout à fait important, qui peut faire le lien avec la lutte des Gilets jaunes. L'autre aspect, c'est la dimension symbolique. Alors, le gilet jaune en lui-même, vous le savez, c'était un symbole, hein, puisque ceux qui l'ont enfilé pour revendiquer, eh bien, ils transformaient la signification initiale de ce gilet. Eh bien, en 1936, on le voit d'ailleurs sur les images, c'est le point levé. Hein, le symbole de la résistance, de l'opposition, c'est le point levé. Et puis, troisième élément, évidemment, qui rejoint des choses dont on a déjà parlé, c'est qu'évidemment, ceux qui sont hostiles aux révoltes populaires, eh bien, ne perdent pas leur temps. Ils agissent aussi constamment pour discréditer le mouvement. Alors, j'ai retenu une caricature qui date de juin 1936, qui est tirée d'un hebdomadaire d'extrême droite qui s'appelait Gringoire. Hebdomadaire antisémite, donc Blum va être la cible principale de ces mouvements, mais si vous voulez, bon, on peut en regarder une, c'est celle-ci, vous voyez, où on voit que ces ouvriers grévistes sont présentés comme des alcooliques, hein, qui sont en train de picoler au mur des fédérés, c'est-à-dire là où étaient enterrés les communards, enfin, pour montrer que en fait, les communards, dans le sens de cette caricature, ben, ça, c'était des vrais Français, ça, c'était des vrais héros, alors qu'aujourd'hui, ben, ils sont manipulés par Moscou pour voilà, détruire la France. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais vous proposer un autre quiz. Alors là, vous voyez 4 militantes. On va prendre un peu hommage aux femmes, hein, tout de même. Et alors, vous allez deviner, je vais vous faire la biographie. Et celui qui va dire les bonnes réponses, trouver la bonne militante, eh bien, il va gagner un livre. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a aussi d'autres livres ici qui sont en vente. Et à la fin, on fait un débat et vous pourrez les regarder. Alors, je suis une femme, évidemment, qui a joué un rôle actif pendant le Front populaire et qui a participé aux accords de Matignon. Je suis née en 1897. Je commence à travailler dans une usine comme ouvrière dès l'âge de 9 ans. Vous avez une idée ? Ah, elle a gagné. Bon, je termine. Alors, je deviens militante de la CGT et du PCF et j'organise dans les années 1930 les premières marches de chômeurs. J'anime des grèves sous le Front populaire et des actions de solidarité avec les combattants antifranquistes en Espagne. Je suis internée dans le camp de concentration de Ravensbrück. Après la guerre, j'ai joué un rôle actif dans le combat féministe au sein de l'Union des femmes françaises. Donc là, on vous offre le livre donc, sur Chocolat qui est tiré le film, c'est les images du film, mais dans lequel j'ai fait, moi, toute l'introduction historique avec des images d'époque par le fait. Voilà, donc ça fait écho à un autre travail qu'on a fait ensemble sur un autre sujet.
Voilà, donc on termine cette séquence, évidemment, parce qu'elle est tellement vaste qu'on on a été obligé de faire des choix. Donc on n'a pas beaucoup parlé de mai 68, on aurait dû en parler, puisque c'est quand même la plus grande grève de l'histoire de France. Mais on terminera avec une chanson qui évoque mai 68. Mais il y a une autre séquence qui est mai 68. Hein. On a fait un autre. Voilà. Ouais. Alors. Il n'y a pas de parole. Ah, si. Ah, le joli mois de mai à Paris. Ah, le joli mois de mai à Paris. J'ai vu des rêves s'éveiller. J'ai vu la révolte gronder. J'ai vu les codes piétiner, les drapeaux de la liberté. Ah, le joli mois de mai à Paris. Ah, le joli mois de mai à Paris. J'ai vu le printemps nouveau-né se répandre dans les quartiers. J'ai vu partout le vent tourner. J'ai senti l'espoir se lever. Ah, le joli mois de mai à Paris. Ah, le joli mois de mai à Paris. Nous bâtirons une société où chacun soit libre et entier, responsable de sa destinée et du sort de l'humanité. Ah, le prochain mois de mai à Paris. Ah, le prochain mois de mai à Paris. Voilà, on a terminé.